Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. On vous entend bien. Oui. Très bien. Excellent, merci beaucoup. Écoutez, à mon tour de vous remercier de votre invitation pour participer à la journée de la IRG. Alors, tout comme Madame Bergantz, je vais moi aussi sauter dans le vide avec humilité par rapport à nos sujets. Tout est extrêmement technique, hein, et je suis moi aussi un technicien des assurances. Pour me présenter en quelques secondes, donc je suis directeur des assurances collectives au sein du cabinet d'assurance BC. Juste un petit mot, j'ai le plaisir au quotidien de croiser Jean-Manuel Bessé, qui est intervenu à double reprise, et évidemment comment dire, quelqu'un de particulier au sein de notre organisation. Et tous ses collègues louent, dans les circonstances, sa volonté, sa ténacité, la qualité de son boulot et sa gentillesse absolue. Voilà, je voulais vraiment dire un mot là-dessus. Compléter avant ma propre intervention et en me permettant là aussi de saluer à la fois Madame Bergantz et Monsieur Courtois, parce que pour la clarté et la complétude de ce qui a été dit, sous l'angle mutuelle prévoyance en particulier, pour dire oui, l'ALD et la notion de 100%, c'est 100% du tarif sécurité sociale. Donc typiquement pour les mutuelles, dès qu'il y a dépassement d'honoraires, il faut intervention de la mutuelle complémentaire. Sinon, il y a un reste à charge. Madame Bergantz avait également raison de souligner la question du forfait journalier hospitalier, sauf pour les bénéficiaires du régime local, donc Alsace-Moselle, où il n'y a pas de forfait hospitalier, c'est la sécurité sociale locale qui le prend en charge. Et par exemple, les frais de chambre particulière que seules les mutuelles peuvent prendre en charge. Et là, on n'est pas côté Sécu. Deuxième aspect, dans les notes que j'ai prises tout à l'heure, effectivement, par rapport aux mutuelles, et quand on dit mutuelle, entendez s'il vous plaît régime complémentaire d'entreprise, par exemple, que ce soit une vraie mutuelle ou une institution de prévoyance ou une compagnie d'assurance, il y a fréquemment dans ces régimes collectifs des garanties dites d'assistance, donc qui ne sont pas des remboursements directs, mais qu'on doit solliciter expressément pour de l'assistance à domicile, garde d'enfants, aide ménagère au sortir d'une hospitalisation. Et dans ce cas-là, il faut vraiment se rapprocher de la direction des ressources humaines, du service du personnel, pour obtenir le détail. Et plus encore, tous les organismes assureurs ont une action sociale, avec ou sans condition de ressources, donc qui peut être sollicitée sur présentation d'un dossier anonyme, dûment alimenté pour solliciter l'action sociale des organismes. Alors, je vais très vite, hein, je suis conscient du temps qui passe. Troisièmement, que j'ai noté également, c'est la question, et Mme Bergantz a prononcé les bons mots en parlant en cas d'arrêt de travail, de convention collective. Typiquement, selon l'ancienneté dans l'entreprise et selon la convention collective dont les uns et les autres peuvent relever, il y a des obligations de maintien de salaire pendant un certain temps à un certain niveau. Mais à côté de ça, il peut y avoir, sans même que vous ne le sachiez, parce que tout est collectif, obligatoire, et puis vous avez pu remplir ça un peu mécaniquement à votre embauche dans l'entreprise, souvent un régime de prévoyance complémentaire qui va avoir des garanties d'essai spécifiques et puis un complément aux indemnités journalières. Et dans ce cas-là, effectivement, le maintien de rémunération s'inscrira automatiquement, parce que c'est l'entreprise qui va l'organiser en cas d'incapacité temporaire de travail, pour maintenir un certain niveau de rémunération. Et pour conclure, sur la validité permanente et la question du taux ou des catégories, effectivement, c'est 3 ans d'indemnité journalière au maximum, 3 ans ou moins, et le ou moins est important, parce que le médecin conseil de la caisse primaire dont vous dépendez, le médecin conseil de l'assurance maladie, peut décider de passer un salarié en invalidité permanente avant les 3 ans.
pardon, je vais vous le dire en termes très lapidaires, mais le médecin conseil de l'assurance maladie, c'est une des personnes les plus importantes qui puissent exister dans le dispositif. C'est lui qui détermine littéralement le destin sécurité sociale plus régime de prévoyance complémentaire de quelqu'un. Donc, si un dossier personnel doit être fait avec un soin absolu, c'est celui présenté au médecin conseil. Et s'il y a un régime de prévoyance collective, les garanties d'invalidité permanente peuvent compléter la rémunération jusqu'à 62 ans, date de liquidation automatique à taux plein de la pension vieillesse de sécurité sociale. Et pour conclure, sémantiquement, le mot incapacité a été prononcé, Madame Berkans en a parlé, Monsieur Courtois en a parlé. Attention à quand ça s'applique et pourquoi. Incapacité temporaire, c'est les indemnités journalières de la sécurité sociale. Invalidité permanente, ce sont les catégories 1, 2, 3. Et le taux d'incapacité qu'évoquait M. Courtois par rapport au guide barème n'entraîne pas jamais un enjeu de rente d'invalidité ou de déclenchement de la prévoyance collective. On est bien dans deux mondes séparés, bien que le terme incapacité soit usité dans les deux cas. Voilà. Je souhaitais rajouter voilà, ces quelques propos à votre disposition s'il y a des questions ensuite a posteriori sur ces sujets. Alors, pour basculer sur le petit document que j'ai fait, c'est vous qui avez la main. Monsieur Roland, quand je change de slide, je suis Ah ben, je vous en prie. à votre écoute. Donc, choix de partager avec vous, mais là encore en toute humilité, parce que je ne suis pas concerné au quotidien par la maladie rénale génétique, ni dans mon entourage proche. Donc, au sens expérience, vous en avez tellement plus que le technicien que je suis. Mais en revanche, pour partager les enjeux d'assurance et sans doute mettre en perspective un certain nombre de choses, j'ai choisi de partager avec vous les enjeux autour de la convention AERAS qui existe depuis 2006. Je vous en prie la slide suivante. Donc l'acronyme pour s'assurer et emprunter avec un risque aggravé de santé. Alors je vais essayer de me détacher de la lecture des slides. L'objectif de la convention AERAS est de faciliter et sans en garantir l'obtention. C'est vraiment quelque chose qui doit être clair, c'est-à-dire que toutes les associations reçoivent des témoignages où il y a exclusion, impossibilité d'accès à l'assurance, notamment à assurance emprunteur, bien sûr, malgré la convention AERAS et son emploi. Simplement, elle est là et elle a des référents partout, dans les associations, chez tous les organismes de crédit. L'ORIAS, donc l'organisme de tutelle de tous les organismes bancaires et d'assurance, a une structure de médiation. Donc, de toute façon, quand il y a éligibilité, il faut avancer sous AERAS, même si, in fine, en tout cas, on va en parler dans la chronologie des 3 étapes pour un prêt immobilier, par exemple, il y a refus. Mais il faut pousser parce qu'en plus, si vous-même, parmi ceux qui nous écoutent, avez eu une expérience avec exclusion, surprime, voire refus, ce ne sont jamais ou ce n'est jamais une position institutionnelle. Vous pouvez avoir votre organisme de proximité parce que le directeur d'agence est lui-même concerné, parce que qui a un regard particulier sur les dossiers. On reste dans l'humain, quoi qu'il en soit. J'évoquerai également les enjeux de prévoyance collective, je vais vous en reparler tout à l'heure, pour les délégations de garantie, puisqu'il y a possibilité de recourir à des garanties alternatives. Puisque, et c'est l'enjeu principal naturellement, quand vous faites ou souhaitez faire un prêt à la consommation immobilier, positionnons-nous dans le cadre d'un particulier, l'organisme prêteur va solliciter une couverture. Cette couverture, elle va être pour le décès, l'incapacité, voire l'invalidité. Et
cette couverture, elle est le plus souvent assortie d'un questionnaire de santé. L'enjeu du questionnaire de santé, c'est la fausse déclaration. Remplir le questionnaire et ne pas faire de fausse déclaration. Faire une fausse déclaration, c'est laisser à l'organisme prêteur la main pour dire non en cas de déclenchement du sinistre. Ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'enjeu n'est pas d'obtenir le prêt, mais que la garantie joue s'il y avait un sinistre. Donc, la fausse déclaration, c'est le pire. Et tout l'enjeu est autour de ça. Et la convention AERAS, elle est bien autour de ça. Est-ce que vous avez la gentillesse de passer? J'espère que je suis clair dans mes propos. C'est très bien. Merci, monsieur Roland. Donc, premier focus sur les crédits à la consommation, et donc sans avoir à remplir un questionnaire de santé. Si les conditions suivantes sont remplies, et là je vais me permettre de lire, maximum 50 ans, durée du crédit inférieure ou égale à 4 ans et montant cumulé des crédits ne dépasse pas 17 000 euros, donc pas seulement pour l'achat considéré, plus une déclaration sur l'honneur, alors il n'est pas nécessaire d'avoir à remplir un questionnaire de santé. Si ces conditions-là ne sont pas remplies, alors enjeu du questionnaire de santé est possiblement un risque aggravé de santé avec un accès moins simple au crédit contracté ou en tout cas demandé. Je vous en prie, monsieur. Alors, sur les prêts immobiliers, donc la convention AERAS, que nous dit-elle? Elle fonctionne à 3 niveaux. Donc, le questionnaire de santé, mettons-nous dans le cadre d'un échange avec votre banque, par exemple. Donc, questionnaire de santé, donc rempli totalement confidentiellement, même si votre gestionnaire de compte peut vous assister pour le faire. Si au premier niveau, il y a une difficulté d'accès standard sans surprime au prêt, il est transmis à un deuxième niveau automatiquement au sein de l'organisme prêteur, qui va permettre un réexamen individualisé de la demande. Et à l'issue de celui-ci, passage en troisième niveau, qui est en fait un pool de réassureurs au sein duquel un organisme est choisi pour, au sein de la convention AERAS, examiner le dossier. Pour être dans ce cadre-là, les conditions suivantes cumulatives doivent être remplies. Le terme et non pas la date de souscription des contrats doit intervenir avant le 70e anniversaire révolu, donc 71e anniversaire de l'emprunteur. La part individuelle, 320 000 euros. Et puis en cours cumulé des prêts, 320 000 euros. Et ensuite, l'assureur est obligé à un devoir d'information dans les formes, vous permettant ensuite le recours interne à la commission de médiation AERAS et au partage avec les intéressés de garanties alternatives, et on va en reparler d'ici 1 ou 2 minutes. Je vous en prie. Le droit à l'oubli, terme fréquemment employé. Qu'est-ce que c'est que le droit à l'oubli? C'est en fait la possibilité, quand vous remplissez le questionnaire de santé, de ne pas mentionner du tout une pathologie cancéreuse ancienne si, et l'âge de 21 ans par exemple, est là depuis 1 mois seulement, c'est septembre 2020, avant c'était 18 ans. Donc, aucune information médicale relative à cette pathologie cancéreuse ne peut être sollicitée dès qu'elle a été diagnostiquée avant les 21 ans et le protocole est terminé depuis 5 ans, après 21 ans et que le protocole thérapeutique est terminé depuis plus de 10 ans. Et donc, ce droit à l'oubli, ça veut dire vous ne pouvez pas, par référence à ce que je disais tout à l'heure dans les propos introductifs, vous ne pouvez pas être sanctionné de la fausse déclaration si vous rentrez dans ce cadre. A contrario, si par souci de transparence, vous l'avez dit dans le questionnaire de santé, l'organisme prêteur est obligé de ne pas en tenir compte. Si on n'est pas dans ce cadre strict du droit à l'oubli, les autres pathologies, facteurs de risque qui peuvent déclencher une surprime, et si vous avez la gentillesse de passer, peuvent rentrer dans la grille de référence AERAS
donc qui va, elle, définir les caractéristiques d'un certain nombre de pathologies et les délais au-delà desquels aucune majoration, donc aucune surprime ni exclusion de garantie ne saurait être appliquée, et qui définit également les taux de surprime maximaux qui doivent être appliqués par les assureurs par référence à la grille AERAS. Donc, elle est disponible en ligne sur le site de l'AERAS. Elle est d'une technicité absolue. C'est 10 pages, principalement des cancers. Mais elle est extrêmement claire, évolutive, puisque la commission AERAS se réunit régulièrement. Et les données scientifiques sont actualisées pour actualiser la convention. Et donc, je le disais là, de la même manière, hein, conditions sur le montant, la nature du prêt et l'échéance, et vous l'aurez noté, ce sont exactement les mêmes critères que ceux autour de l'application des 3 niveaux en cas de prêt immobilier. J'espère ne pas aller trop vite, mais je suis conscient du temps. Limitation des majorations de tarifs, également incluse dans la convention AERAS. Donc là, on est sous enjeu de revenus. Donc, écrêtement des surprimes. Donc, on est là après application du dossier. Et donc, la deuxième lame, en quelque sorte, c'est celle de est-ce qu'il est possible, compte tenu des ressources de l'intéressé, d'écrêter les surprimes qui auraient été appliquées. Donc, pour les mêmes critères, il y a bénéfice du dispositif, et je ne vais pas rentrer dans le détail, là aussi, ma présentation est à disposition de tous et peut être partagée sur le site de l'AIRG. Selon un croisement entre le nombre de parts du foyer fiscal et les revenus, alors il y a application des conditions du mécanisme d'écrêtement. Je vous en prie. Rappel de ce qui a l'air d'être une tautologie, mais pourtant, on est bien dans un monde de confidentialité absolue des informations personnelles et médicales, doublé de RGPD dorénavant. Donc, transmettez sans filtre et sans phare les questionnaires de santé, les données associées à votre organisme et conseiller bancaire. Il est astreint à lui à une confidentialité absolue. Au sens des délais de traitement, les professionnels se sont normalement astreints à un délai de réponse de 5 semaines, mais pour ceux qui l'ont déjà expérimenté, tout ça c'est long. Donc, notre conseil, c'est de commencer au minimum 3 mois à l'avance, doubler, hélas, des conditions spécifiques liées au ou à la Covid-19, puisque la majorité, par exemple, des organismes bancaires aujourd'hui sont en télétravail et tout s'est allongé. En pratique, tout s'est allongé. Je vous en prie. Les garanties alternatives. Donc, si après sollicitation d'un prêt pour, vous l'avez compris, protéger, entre guillemets, alors évidemment le prêteur, mais l'emprunteur, sa famille et ses ayants droit, qui, l'organisme prêteur va lui-même se couvrir sur le bien financier via une hypothèque ou une caution mutuelle, caution crédit logement par exemple. Si aucune solution n'a été trouvée, si le coût est trop élevé, si on est dans une possibilité de couverture partielle seulement d'assurance, alors, et c'est l'une des missions des conseillers bancaires, hein, ça fait partie de leur job à eux aussi que d'aller sur le terrain de la garantie alternative, un certain nombre de solutions peuvent être partagées. Je vous en prie. Donc, à titre d'exemple, un peu comme pour la location d'un appartement, pour prendre cette image, cette métaphore, caution d'une ou plusieurs personnes physiques, donc dont les ressources seront regardées spécifiquement, hypothèque sur un autre bien immobilier appartenant à l'emprunteur, nantissement pour ceux qui ont de l'épargne d'un portefeuille de valeur mobilière ou d'un contrat d'assurance vie,
appartenant soit à l'emprunteur, soit à un tiers, et deux spécificités très techniques d'assurance, qui sont la délégation de contrat de prévoyance individuelle, mais sous-entendu, on a déjà un contrat de prévoyance individuelle égal, j'ai peut-être déjà passé le filtre d'un questionnaire médical, et la délégation de garantie de prévoyance collective. Permettez-moi de m'arrêter une minute là-dessus, parce que pour les salariés qui bénéficient d'un régime de prévoyance d'entreprise ou d'une obligation conventionnelle de couverture, je prends deux exemples, le transport ou le bâtiment, où il y en a il y a des centaines de conventions collectives, mais de très grosses conventions collectives en la matière. Il y a des minima de prévoyance conventionnelle, donc qui sont obligatoirement souscrits par les employeurs au profit de leurs collaborateurs et sans sélection médicale. Là, il y a absolue interdiction dans le régime de prévoyance d'une quelconque sélection médicale. Pour les toutes petites entreprises, 3, 4, 5 personnes, il peut y avoir une demande de questionnaires médicaux, mais il ne peut pas y avoir de sélection médicale. Tout le monde doit payer la même chose. Et dans les régimes de branche, typiquement, et dans les régimes d'entreprise de taille moyenne et grande, il n'y a ni questionnaire médical, ni sélection médicale, évidemment. Et dans ce cas, il y a toujours une garantie de prévoyance décès qui peut servir de couverture pour votre organisme bancaire. Ça s'appelle une cession en garantie de transfert. Ce n'est pas automatique, il faut que vous-même en connaissiez l'existence, et c'est pour ça que l'occasion m'est donnée là de la partager. Ça va peut-être se faire avec un petit bras de fer avec votre banque, parce que la bonne volonté n'est pas unanimement partagée sur le sujet, parce qu'elle va vous dire, oui, mais si vous quittez votre job demain, vous en prenez un autre, vous êtes moins bien payé, si vous êtes licencié, etc. Mais il faut tenir bon, parce que c'est une certitude pour la banque d'être le premier bénéficiaire en cas de décès, ou de pouvoir, parce que bénéficiaire d'un régime de prévoyance avec une garantie incapacité et invalidité, de couvrir une échéance de prêt s'il y avait longue maladie. Et dans ce cas-là, la banque accepte, c'est la notion de bénéficiaire acceptant, d'être le premier bénéficiaire des garanties décès, et elle ne peut pas être ôtée de ce bénéfice. Et elle permet surtout de sauter tout enjeu autour d'un questionnaire de santé et de tout ce process qu'on vient d'évoquer. Voilà, ça passe tellement vite. Donc, j'ai rajouté ici un certain nombre de liens et contacts. Alors, on va les passer très rapidement, puis je ne vais pas les lire. Ils tournent autour du site officiel de l'AERAS, du site de la commission de médiation de l'AERAS au sein de l'ORIAS, de quelques sites internet de référence, des référents AERAS des établissements de crédit. J'ai envoyé ce matin, et évidemment c'est pour vous, les référents AERAS de toutes les banques actualisés à fin septembre 2020, et puis des numéros de téléphone d'associations et de sites dédiés, celui officiel du gouvernement en page suivante, les ADIL, donc les agences départementales d'information sur le logement qui peuvent elles aussi être sollicitées, et le CEDEF, donc là aussi accessible sur le site du gouvernement, ce centre de documentation qui est un service ouvert à tous. Voilà. Merci Monsieur Roland, très complet. Et effectivement, vous nous avez transmis très gentiment d'autres documents qui seront aussi en lien sur le site internet et que vous pourrez télécharger bien évidemment par la suite. Alors, quelques questions d'une personne jeune qui aurait été diagnostiquée avec une polykystose mais sans aucun symptôme et qui souhaite souscrire un crédit. Qu'est-ce qui doit être déclaré dans le cadre de ce crédit? Alors, la question est large, et je vais faire une réponse prudente, par référence à ce que je vous disais. La transparence, de toutes les façons, est la meilleure réponse. Parce que soit le droit à l'oubli s'applique et il est bilatéral pour le demandeur et pour l'organisme prêteur, soit le fait de se dire « est-ce que je dois déclarer ?» et en répondant de soi-même « je ne déclare pas alors que »,
et l'organisme prêteur peut littéralement s'emparer de cette réponse pour la considérer comme une fausse déclaration, faisant passer très artificiellement un dossier de manière positive en amont et malheureusement se retrouvant en aval avec un dossier médical complet qui sera l'objet d'une recherche si un sinistre se déclare, avec un refus de paiement du sinistre, alors que, in fine, la demande, elle était bien là pour ça. Encore une fois, l'objectif n'est pas de dire est-ce que je vais avoir mon prêt, mais aussi et surtout, si un sinistre survient, est-ce que l'assurance jouera? Très bien, merci Monsieur Roland pour cette réponse. Est-ce qu'il y a d'autres interrogations? Alors, je vais voir. Jean-Emmanuel, hop, je te passe la parole. Oui, je voulais remercier Thierry pour le début de son intervention à mon égard. Écoutez, c'est réciproque, hein. Thierry est vraiment quelqu'un de vraiment très très bien et j'ai toujours énormément de plaisir à travailler avec lui, comme avec les autres bien sûr. Mais voilà, donc c'était simplement une petite parenthèse. Merci infiniment Thierry pour cette intervention. Pas du tout, Jean-Marie. Je voyais, alors j'ai du mal, Madame Monnier, il y avait un début de commentaire. Oui, Hélène Monnier qui disait qu'il faut absolument préciser. Alors, il faudrait également préciser qu'il ne faut pas en dire plus que la question qui se pose. Il faut être honnête, certes, mais ne pas en dire plus. Il faut vraiment strictement répondre aux questions, ce que disait Hélène Monnier. Eh ben, elle a raison, Madame Monnier. C'est vraiment ça. Voilà. Merci Hélène pour ce commentaire. J'ai plus de micro. Le micro. J'ai coupé la vidéo. Hop. Je pense que donc nous avons terminé cet aspect droits sociaux assurance. Nous allons rendre la main à nos modérateurs, donc Com et Nathalie. Merci beaucoup pour cette intervention. C'était extrêmement clair. Je pense qu'il là, il y a un gros travail à faire, je pense, aussi sur la communication vis-à-vis des soignants, sur tous ces aspects-là, parce que je pense que les patients posent les questions généralement en priorité aux médecins et généralement, on est bien incapable de répondre. Et je pense que c'est un aspect qui est absolument pas valorisé tant dans les études plus tôt, mais c'est parce qu'il y a déjà beaucoup de choses, mais même pour le début d'activité, et que c'est quelque chose qui pourrait être tout à fait souhaitable que les médecins maîtrisent un petit peu plus. Alors évidemment, pour ne pas se substituer à des professionnels du milieu, mais au moins pour orienter et aiguiller très bien, parce que je suis convaincu qu'il y a plein de médecins qui ne savent pas faire la différence entre les responsabilités respectives d'un côté des assistantes sociales, de l'autre côté des assureurs, etc. Et qui ne sont même pas capables forcément d'aiguiller au bon endroit. Oui, tout à fait. Nous allons... non. Est-ce qu'il y a des questions Jérôme voulait intervenir. Tu plus dessus, tu plus sur la vidéo, toi. Non, mais je l'ai enlevé pour pas qu'on le voit. Jérôme. Oui, effectivement, excusez-moi, j'ai fait tomber ma tablette. J'avais un petit témoignage sur ce sujet de s'assurer avec un risque aggravé en santé pour l'avoir malheureusement expérimenté moi-même comme de nombreux patients. La convention AREAS a le mérite d'exister seulement au moment du niveau 3, donc lorsque le dossier est soumis à des réassureurs, il arrive souvent que les dossiers soient totalement refusés. Et là, il n'y a plus de recours. Il faut attendre 6 mois pour pouvoir à nouveau représenter un nouveau dossier. Donc, souvent, ce qui se passe aussi, c'est lorsqu'on fait son premier prêt immobilier, on fait le prêt, on souscrit à l'assurance souvent dans l'établissement bancaire qui nous fournit le prêt. Et là, c'est une problématique, c'est qu'on a le droit toujours, selon la loi, d'avoir une délégation d'assurance auprès d'un assureur tiers. Et chaque assureur a une politique d'étude du risque qui est différente. Une pathologie va être plus ou moins bien notée, j'allais dire, en termes de risque chez un assureur qu'un autre. Et le problème, c'est que dans les dossiers, les assurances demandent si on a été déjà exclu, majoré auprès d'un autre assureur.
Et lorsqu'on commence par solliciter de l'assurance de la banque, forcément, c'est souvent en plus des contrats groupes qui sont un peu plus frileux en étude de risque. Et à ce moment-là, on va se retrouver soit effectivement exclu, majoré ou ajourné. Et lorsqu'on va passer chez un autre assureur, l'assureur va poser la question et on va devoir y répondre en disant oui, on a déjà été exclu. Donc déjà, ce n'est pas très bon pour le dossier. Donc la recommandation moi, que je ferai à titre personnel, et je parle sous le contrôle justement de notre spécialiste en assurance qui est intervenu, moi, ce que j'avais fait, c'est du coup, j'avais rempli plusieurs demandes auprès de divers assureurs le même jour pour ne pas attendre de retour, d'exclusion, de majoration. Donc sans mentir, mais du coup, j'ai sollicité divers assureurs en même temps. Donc effectivement, comme le disait Hélène tout à l'heure, il faut répondre aux questions. Il faut être bête et discipliné là-dessus, n'en pas en dire plus. Et sur ma pathologie à moi, je ne parle pas spécialement de cystinurie parce que ce n'est pas connu. Mais par contre, je dis que j'ai des calculs rénaux de cystine. Voilà, enfin, je traduis aussi qu'est-ce que la pathologie, parce que parfois les médecins conseils ne vont pas la comprendre directement. Voilà, c'était juste pour ce témoignage. On a du travail à faire là-dessus parce que pour les patients, on se retrouve souvent dans une errance d'assurance et sans solution. Il y a de nombreux foyers qui ne peuvent pas accéder à la propriété aujourd'hui en France à cause de cette difficulté et cette impossibilité d'assurance. Merci à vous. Merci Jérôme. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On fait le tour. Oui, je pense qu'il faut enchaîner sur les questions et pas faire de pause, Nicolas. Je pense. Oui, on sait ce qu'on s'est dit avec Sandra plutôt en off, compte tenu donc du timing. Ce qu'on vous propose, voilà, c'est de poursuivre rapidement sur les questions, les échanges que vous souhaiteriez aborder, et puis pour en arriver tout doucement et tranquillement à la conclusion de cette journée. Donc, si vous avez des questions, il y a eu beaucoup de questions qui ont été posées concernant donc les aspects liés à la MDPH. Donc là, on va synthétiser ces questions, les soumettre à monsieur Courtois, et puis vous les retrouverez sur le site, mais aussi voilà, à travers toutes les communications que l'on va pouvoir faire à travers nos infolettres, le site internet, la page Facebook, mais aussi notre revue Néphrogène, où vous retrouverez la synthèse de l'ensemble de ces échanges ô combien riches et complets, parfois même un peu complexes avec les experts qu'on a eus, mais en tout cas très clairs. Donc vous retrouverez toute cette synthèse dans les semaines à venir, semaines ou mois à venir, mais en tout cas semaines à venir. Il y avait une question de M. Alimi, qui n'était pas vraiment une question, j'ai l'impression. Qui était posé plus sur un aspect lié à la MDPH, effectivement, oui. Je l'ai vu passer aussi. Il y a eu pas mal de questions et de. Alors, j'ai Christine Granier qui souhaite prendre la parole. Madame Granier, je vous ai donné la parole. Vous pouvez activer votre micro si vous le souhaitez. Voilà. Oui, c'est bon, vous m'entendez? C'est bon, on vous entend. Bonjour. Oui, j'avais une question. C'est moi qui ai posé la question par écrit sur les assurances. Effectivement, je suis porteuse d'une polykystose rénale dominante. Et donc, c'est un diagnostic familial. Donc, mes enfants, certains, sont porteurs de cette polykystose. C'est un diagnostic qui est posé. Bien évidemment, mon fils a 30 ans, il n'a aucun symptôme. Il a un suivi qui est mis en place, mais qui est de loin en loin. La question se pose effectivement, donc c'était une question relative au crédit. Qu'est-ce qu'on doit déclarer? Il sait qu'il a ça, mais s'il le déclare, ça va déclencher toute une cascade au niveau des banques et peut-être même un refus de crédit. Donc effectivement, ça pose un problème sur ces maladies, pathologies diagnostiquées, mais qui auront une évolution très tardive, peut-être même à la fin du crédit qu'ils souhaitent demander. Donc voilà, c'était juste une expérience à partager et finalement on se retrouve un peu démuni quand on doit le conseiller sur la façon et les informations à donner, même en répondant aux questions. Est-ce qu'il a une pathologie? Mais il répond oui, il répond non, et qu'est-ce qu'il répond? Donc, je confirme que c'est un sujet extrêmement fréquent et extrêmement difficile à régler. Donc j'attends la réponse avec impatience. Voilà. Donc, effectivement, s'il répond non parce qu'il n'est pas vraiment malade, il n'a pas vraiment de pathologie,
il n'est pas honnête, mais s'il répond oui, il outrepasse, il donne une information qui sera peut-être mal comprise. Voilà, c'était juste un témoignage là-dessus parce que effectivement, c'est très compliqué. Quant à moi, effectivement, je ne vais pas demander la convention ERAS, mais finalement, j'ai lancé mon prêt et finalement, je paye en fait des intérêts sur un prêt excédentaire. Donc, c'est une situation qui est finalement, on garantit à la banque que de toute façon, quoi qu'il arrive, on payera ce qu'on a emprunté. C'est aussi une situation qui est très compliquée et pour lesquelles ça demande une assise financière quelquefois qui peut être compliquée pour certains. Donc, qui limite les possibilités d'investissement. Donc, la convention ERAS, c'est bien, mais finalement, on se retrouve un petit peu coincé quand même. Donc, voilà, c'était un témoignage que je voulais apporter. Merci pour cela. On peut avoir un commentaire là de Monsieur Roland. Assureur, oui, parce que c'est un vrai problème. Ça concerne toutes les maladies génétiques non symptomatiques qu'on détecte chez des enfants, en fait. C'est un problème très large, très fréquent. Dans la mesure où on a fait une détection, qu'elle soit par biologie moléculaire ou par je ne sais quel autre examen, et qu'on a pu confirmer qu'un enfant était atteint, alors qu'il n'a effectivement pas de symptômes, qu'il n'a rien, qu'il va passer des années et des années sans avoir aucun problème, il est quand même étiqueté malade. Donc juridiquement, c'est un vrai problème parce que s'il y a quelque chose qui se passe après et qu'on remonte dans l'historique du dossier médical du patient, eh ben, on va trouver que oui, il avait une polykystose, oui, il avait une néphronephritise, oui, je ne sais quoi. Écoutez, hein, là encore, en toute humilité, je me garderai bien de donner une réponse générique à une question, certes sur une pathologie donnée ou un exemple donné, mais sans le questionnaire médical afférent et sans référence stricte. En revanche, je m'engage et je vais partager avec un certain nombre d'organismes sur cette thématique pour revenir vers la IRG dans les prochaines semaines. C'est un vrai problème, monsieur, je vous l'explique, parce que je suis médecin, hein, donc je vous explique le problème qu'on rencontre, mais c'est au nom de tous les patients, c'est-à-dire que les familles sont à juste titre demandeuses de savoir si leur enfant est atteint, parce que ça peut avoir des répercussions d'une part psychologique déjà, et puis d'autre part dans le suivi, dans les conseils qu'on peut leur donner sur le plan du conseil génétique en cas de mariage ou de concubinage. Et nous, on est en mesure de savoir si un patient est atteint ou pas d'une maladie, même s'il n'a aucun symptôme. Donc, là, pour poser la question simplement, est-ce que vous vous fiez à un résultat de diagnostic génétique, d'études de l'ADN, ou est-ce que vous vous fiez à des manifestations cliniques de la maladie? Encore une fois, merci d'avoir complété la question, mais typiquement, dans notre position, et vous l'avez entendu, hein, nous sommes le conseil et pas l'organisme prêteur. Ça veut dire que… Non, mais ma question, elle est juridique. C'est strictement juridique. C'est pourquoi je vais, moi, me tourner vers les organismes prêteurs pour leur poser officiellement. Oui, c'est important pour toute la communauté, là. Oui, c'est clair. Et Pierre, tout dépend du questionnaire de santé aussi. Je veux dire, le jeune adulte, une maman qui parle de 30 ans qui n'a aucun symptôme, mais qui est diagnostiqué polykystose, il n'a aucun symptôme. Si le questionnaire de santé se limite aux symptômes sans avoir de diagnostic, voilà, ça peut passer. Mais voilà. Oui, voilà. Si ça se limite aux symptômes, je suis d'accord, mais de plus en plus, ce n'est pas les symptômes. Moi, j'ai vu des questionnaires que m'ont apporté des familles, et je peux te dire que ce n'est pas du tout les symptômes, parce qu'ils savent très bien tout ça. Et ils formulent la question différemment. Et j'ai même vu une fois, est-ce qu'un diagnostic génétique a été porté chez vous? Tu te rends compte jusqu'où ça va? Donc, ça veut bien dire que c'est pour ça que moi, j'aurais besoin vraiment d'une expertise juridique de la question. Là, on est au stade du juridique. On a effectivement des pathologies d'origine génétique pour lesquelles on peut être porteur et complètement asymptomatique. Absolument. Et vivre toute la vie avec sans avoir Absolument. Une maladie qui se déclenche et que pour autant dans sa descendance ou dans l'entourage, il peut y avoir des cas avec la pathologie qui se déclare. Mais même au sein de la PKD, puisque ça dépend du gène impacté. Donc...
Il y a une maladie dont on parle, à mon avis, pas suffisamment d'ailleurs au niveau de l'AIRG, c'est les mutations de TCF2. Je ne sais pas si ça dit quelque chose à quelqu'un. N'ayez pas l'air surpris, c'est bien plus courant que beaucoup des maladies dont on parle souvent. Et ces mutations, on peut tout voir. Avec une même mutation, on peut voir des gens qui ont des insuffisances rénales à la naissance et d'autres qui meurent à 90 ans d'un accident de mobilette. Oui, d'accord, il n'y a pas beaucoup de mobilettes à 90 ans, mais bon. Mais bon, voilà. Mais oui, c'est un très bon exemple quand même, effectivement. Bon, en tout cas, Monsieur Roland, on compte sur vous. Hein. Je pense que vous avez compris le besoin, la demande. Je me tourne vers les organismes prêteurs. Juste un petit mot là-dessus. Et c'est pour ça que je réponds avec à la fois neutralité et confort, entre guillemets, y compris je suis dans nos propres limites. C'est que le prêteur est le prêteur et l'intermédiaire d'assurance, c'est celui qui va porter votre demande pour le faire. Pour ce qui nous concerne, on ne fait pas ce métier. En revanche, et c'est aussi pour ça que je suis certain de notre propre neutralité sans enjeu ou angle commercial, mais il existe, sachez-le, des courtiers spécialistes dans le traitement des dossiers qui relèvent de l'ARAS. Et Hélène, tu voulais intervenir? Je t'ai ouvert le micro. Ouais, merci Nicolas, c'est gentil. Alors, je vais juste essayer d'ajouter une pierre à l'édifice du peu de ma connaissance. Je ne sais pas si vous m'entendez correctement. On t'entend bien, oui. Ok, merci. De mon côté, je travaille pour une association qui œuvre pour la maladie de Huntington, qui est une maladie génétique héréditaire dominante. Par conséquent, quand les parents donnent naissance à un enfant, c'est un risque sur 2 pour l'enfant d'être porteur. Il existe un test prédictif qui permet de savoir si la personne, à partir du moment où elle est adulte, bien sûr, si elle fait le test, elle sait si elle est porteuse ou non du gène mutant, on va dire. Ça veut dire qu'elle peut décider de le savoir à 20 ans ou à 30 ans. Et c'est une maladie qui se déclare, pour vous donner une idée, entre 35 et 50 ans et qui est relativement lourde et invalidante à terme et incurable, accessoirement aussi. Tout ça pour vous dire que j'ai, de mon côté, dans le cadre de mon travail, mené quelques recherches sur le niveau d'assurance, que l'ARAS, effectivement, est également ressorti des assureurs qui sont plus, comment je vais le dire, plus dédiés aux risques aggravés pour des gens comme nous qui présentons des problèmes de maladies chroniques. Donc moi, ce sont des choses que je donne comme information aux personnes qui cherchent à faire un emprunt et qui ont déjà fait le diagnostic. Et j'insiste sur une chose que j'avais mis en commentaire. Il faut vraiment sélectionner le questionnaire de l'assureur. Les assureurs ont le droit de poser la question du diagnostic. Ils ont le droit même de retourner 10, 20 ans en arrière. Est-ce que vous avez fait dans votre vie un test génétique? Ou bien, vous en avez d'autres qui vont rédiger ça autrement. Est-ce que vous avez fait les 10 dernières années un test génétique? Est-ce que vous avez fait les 5 dernières années un test génétique? Et vraiment, j'insiste, il faut essayer de trouver le questionnaire le plus adapté à son choix personnel qui vous permette de ne pas mentir. Car Monsieur Courtois avait raison, il ne faut surtout pas mentir, pas cacher. Si la question c'est avez-vous fait un test génétique dans les 5 dernières années et que votre test date de 7 ans, vous ne mentez pas en disant que vous n'en avez pas fait. Et c'est pour ça que je disais dans mon commentaire, il faut vraiment répondre de manière stricte à la question et surtout ne pas en mettre trop. Et là où Jérôme avait raison aussi, n'hésitez pas à répondre à plein de questionnaires en même temps. Voilà. C'est le seul complément d'information que je voulais vous donner. Moi, je voulais rassurer Monsieur Roland, ce n'est pas un piège de l'inviter aujourd'hui, c'est vraiment soulever une problématique de cette assurance. J'ai moi-même travaillé dans une banque pendant des années et j'étais bien mal placée pour conseiller mes clients, on va dire. Voilà. Parce que c'était des clients. Voilà.
Non, non, mais Donc, voilà, on a soulevé la problématique, il faudrait avancer sur le sujet pour les maladies rénales génétiques. Je sais que ça se fait pour le cancer du sein notamment. Donc voilà, je pense que il faut avancer sur le sujet. Donc voilà. J'ai pas pris, merci en tout cas de ce complément, mais je n'ai pas pris la question comme piège, encore une fois, avec la limite du statut. Si on était nous-mêmes organisme prêteur, je vous aurais répondu est statut, ce n'est pas le cas, et donc je vais me tourner vers eux. Merci beaucoup, Monsieur Roland. Il y a d'autres questions Non, Nicolas, tu as coupé ton micro. Nicolas, tu parles dans le vide. Pardon, oui, pardon, excusez-moi. Non, je regarde, je n'ai pas d'autres questions. Je vérifie sur Facebook non plus. Catherine, oui, tu voulais intervenir. Tu m'entends? Vous m'entendez? Oui, on t'entend. Ah, parfait. Bon, moi, je voulais poser la question, je l'ai envoyée en écrit. Qu'en est-il des prêts pour les donneurs vivants? Une question pour l'assureur. Parce qu'eux ne sont pas malades, mais n'ont plus qu'un seul rein. Donc, dans un questionnaire médical, qu'est-ce qu'on dit? Ça, si vous voulez, je peux répondre. Ah, bon. Parce que c'est une question qui a été abordée au niveau de l'agence de biomédecine. Et a priori, il n'y a absolument aucun problème. Parce que le donneur vivant ne rentre pas dans la catégorie des malades. Ça n'est pas un malade, c'est un individu justement sain. Finalement, le fait qu'il soit donneur vivant, on le définit comme sain. Le fait de n'avoir qu'un seul rein n'est pas un risque surajouté parce qu'il y a beaucoup d'autres raisons d'avoir qu'un seul rein et il y en a bien plus que ça dans la population. Et les gens qui ont un rein unique congénital ne sont pas pénalisés. Donc, les donneurs vivants rentrent dans ce cadre. Donc, sauf exception qui serait important de signaler, ça ne pose aucun problème. D'accord. Bon. Si on a un problème, il faut s'adresser à la biomédecine. Voilà, et on a un commentaire de Lily là, qui dit que c'est une info que donne le comité avant le don, et j'en suis ravi. Oui, parce qu'avant, ça ne se donnait pas, ça. Mais bon, très bien, merci. Est-ce que j'ai une main levée? Oui, c'est Jean-Manuel qui veut à nouveau intervenir. Jean-Manuel, vas-y, tu peux activer ton micro. Oui, je voulais savoir, avec la même humilité que Thierry Roland, parce que je n'y connais rien dans ce domaine, je voulais savoir si, dans le cadre d'une maladie acquise mais non génétique, donc qui ne laissera par définition, qui ne se déclarera pas, puisqu'il n'y aura pas de gène qui va s'exprimer dans le futur pour justement faire apparaître cette maladie. Je voulais savoir si le fait qu'on n'ait pas, si j'ose dire, on a la chance, nous, insuffisants rénaux, pour des maladies qui sont évolutives, mais enfin qui évoluent très lentement. En général, il y a d'autres maladies qui évoluent très rapidement, mais il y a la majorité des cas, ça évolue relativement lentement. Est-ce on peut éventuellement se permettre de omettre volontairement dans le questionnaire médical certaines choses? A contrario, est-ce que pour une maladie génétique, effectivement, là, ça va être plus compliqué parce que si la maladie s'exprime, alors qu'on a rempli le questionnaire médical, qu'on n'a pas dit forcément les choses, enfin, ce qui était obligatoire de dire, peut-être que ça va poser problème. Et j'irai et peut-être plus loin, est-ce que l'organisme prêteur peut lancer des poursuites juridiques à notre encontre par rapport à ça? C'est la seule question que je pose. Voilà. Je ne sais pas si M. Roland a un élément de réponse. L'élément de réponse va ressembler à une synthèse des propos tenus entre les vôtres, M. Cochat, ceux de Mme Monnier, autour de la teneur des questions posées, parce que la sémantique est importante, parce que quand Jean-Manuel
j'ai pas noté les propos au moment où il les disait, mais parle d'omettre volontairement. Déjà là, on est sur un terrain très glissant par rapport à cet enjeu de fausse déclaration sur lequel l'assureur pourra s'appuyer pour refuser l'indemnisation. Encore une fois, voyez-le en aval. C'est pas Oui, mais l'enjeu. il y a des gens, Thierry, il y a des gens qui, pour X raisons, qui ont toujours des bonnes raisons, parce qu'ils ne veulent pas reconnaître. Il y a un déni, un peu comme le déni de grossesse, quelque part. Et vous avez des gens qui ne veulent pas, vous avez beau leur dire qu'ils vont être en dialyse dans quelques années, etc., ne veulent pas admettre ça. Tout dépend de la capacité de Voilà. l'assurance à remonter dans le dossier médical du patient. Parce que si on prend un exemple pour illustrer votre propos, il y a un cas de figure qui est bien classique, c'est une maladie de Berger. Vous avez une hématurie isolée pendant des années, rien du tout, rien, qu'une hématurie. Et là, on pourrait se dire, bon, bah ouais, je sais que j'ai une maladie de Berger parce que j'ai une biopsie rénale, mais j'ai qu'une hématurie, tout va bien, j'ai aucun problème. Et puis, ça, c'était à 18 ans. Et puis, à 47 ans, vous avez une créate à 200. Bah, si on remonte dans le dossier, bah, je pense qu'on retrouvera l'hématurie, quoi. Donc, ça, je pense que à mon avis, c'est plus imprudent que la génétique. Parce que on dira ce qu'on voudra, mais une hématurie, c'est un symptôme. La maladie, elle s'exprime. Alors que dans la génétique, l'anomalie moléculaire, elle peut ne pas s'exprimer du tout. Et je trouve que c'est... Ouais, je suis un peu de l'avis de M. Roland, je trouve que c'est un petit peu pire. Voilà. Je n'ai pas dit ça parce que je voulais le faire. Hein. Je ne vais pas le faire pour moi parce que maintenant, de toute façon, je suis greffé, quelque part, c'est trop tard. Mais et puis, de toute façon, c'est pas mon intention, c'est pas mon caractère. Mais c'est vrai que bon, ça peut poser question. Ça peut poser Oui, tout à question. fait. Mais c'est une vraie question parce que quelque part, c'est injuste, hein, il faut le reconnaître. Oui, c'est sûr. Tout à l'heure, Sandra a pris l'exemple du cancer, mais c'est exactement ça. Vous savez qu'il y a plein d'anomalies géniques, et on en connaît de plus en plus, qui prédisposent au cancer, mais ça ne veut pas dire que dans 100% des cas, il y aura un cancer, du tout. Ça veut simplement dire que le risque, il est multiplié par X ou Y. Et sur cette base-là, voilà, je trouve que c'est intéressant d'ailleurs juridiquement parlant, hein, parce que c'est pas simple. On peut revendiquer, quand on est médecin ou malade, on peut revendiquer telle ou telle forme de justice, en tout cas ce qu'on pense être une justice, mais j'aimerais bien avoir la lecture des juges là-dessus, enfin des gens dont c'est le métier, quoi. Je vais juste rajouter une notion ou un enjeu, c'est celui du DMP, parce que peut-être qu'un jour ce DMP existera, bien sûr. Et pour tous, de manière obligatoire, fera partie intégrante de mon dossier Amélie, et avec une alimentation du DMP rétroactive, avec tous les examens médicaux qui auraient pu être censés par le passé. Et dans ce cas-là, ça peut être patatras. Hein. Mais ça pose le problème, vous avez raison, hein, mais ça pose le problème cette fois-ci du secret médical. Jusqu'où les assurances pourront aller dans un dossier médical? Là, il y aura quand même une levée de bouclier de la part du corps médical. Hein. Parce que c'est sans limite après. Hein. C'est l'enjeu permanent vous avez raison aussi, M. Cochard, c'est l'enjeu permanent dans les régimes de prévoyance. Et donc, c'est la loi E20 de 1989 qui protège l'ensemble pour justement qu'il n'y ait pas de sélection médicale individuelle, même s'il peut y avoir enjeu de questionnaires médicaux collectifs. Il semble y avoir une question chez Sandra qui... Oui. Non, plus sérieusement, il y a une question, je pense que c'est peut-être plus pour Alain Bergans ou monsieur Courtois, une question de monsieur Simer. Est-ce que l'on peut partir plutôt à la retraite si on est greffé avec un statut d'adulte handicapé? Question qui vient d'être posée là il y a quelques secondes maintenant. Ah ouais. Pour Madame Bergans peut-être, non? Madame Bergans, oui, peut-être. Il faut activer le micro. Voilà. Super. Voilà, je crois que c'est fait. Non, c'est 62 ans. C'est 62 ans. Voilà. Ok, mais la réponse est très claire. Merci. Je ne vois pas d'autres questions, d'autres mains levées. On va pouvoir clore.